bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction. Douce à l'ère des grandes civilisations maritimes. Bienvenue dans ce voyage au cœur des grandes civilisations maritimes qui ont façonné les contours du monde ancien. Depuis les rivages chaleureux de la Méditerranée jusqu'aux froides étendues du Nord, ces peuples ont bâti des empires fondés sur la mer, inscrivant leur histoire dans les vagues et le vent. Comprendre leur rôle, c'est s'ouvrir à une époque où la mer était bien plus qu'un simple élément naturel. Elle était une voie essentielle au commerce, à la culture et à l'expansion politique. Les Phéniciens, premiers grands navigateurs, ont posé les bases d'une maîtrise maritime sans précédent entre 1400 et 300 avant notre ère. Originaires de la région côtière correspondant aujourd'hui au Liban, ils ont développé un alphabet innovant qui a inspiré de nombreux systèmes d'écriture modernes. Leur art du commerce et de la navigation leur a permis de fonder des comptoirs sur plusieurs dizaines d'îles et de côtes, mettant en relation des civilisations aussi diverses que les Égyptiens, les Grecs et les populations ibériques. En poursuivant leur route, les Phéniciens ont vu naître Carthage, une cité-État fondée au bord de la Méditerranée occidentale, qui devint rapidement une puissance économique et militaire majeure. Les Carthaginois, héritiers directs des compétences maritimes phéniciennes, ont transformé leur cité en une plaque tournante commerciale. Ils ont su exploiter le savoir-faire technique pour construire des navires performants capables de rivaliser avec Rome. Les guerres puniques, longues et complexes conflits entre Carthage et Rome, témoignent de l'importance stratégique de la mer pour ces civilisations. Plus au nord, dans les étendues froides et souvent imprévisibles de la Scandinavie, les Vikings ont émergé vers la fin du 8e siècle de notre ère, marquant une ère distincte de conquête et d'exploration sur les océans. Maîtres incontestés de la construction navale, ils ont défié les mers du Nord, vents froids et tempêtes, pour atteindre des territoires aussi éloignés que la Grande-Bretagne, l'Islande et même Terre-Neuve. Leurs témoignages se présentent sous des formes multiples, entre sagas, découvertes archéologiques et histoires souvent transmises oralement. Ces groupes, malgré leurs différences de culture, de climat et d'époque, partagent une caractéristique essentielle, une relation intime avec la mer, qui allait bien au-delà du simple usage utilitaire. La mer pour eux était une entité vivante, une force à respecter, un espace d'échange et parfois de conflit. En retraçant leurs trajectoires respectives, on découvre une trame complexe où les savoirs techniques se mêlent à des valeurs sociales et économiques qui ont perduré au fil des siècles. Les Phéniciens ne se limitaient pas à la navigation. Ils furent également des artisans de la culture, diffusant des idées, des matériaux rares et des pratiques religieuses à travers leur réseau maritime. Leur influence est perceptible dans les vestiges architecturaux et dans le développement de cités portuaires qui perdurent encore de nos jours. Sur leurs navires, on trouvait toutes sortes de biens, des métaux précieux aux textiles colorés qui circulaient suivant des routes tracées avec précision et courage. Carthage, plus tard, a inscrit sa puissance sur la mer en construisant une flotte impressionnante capable de rivaliser avec les plus grandes armées. Leur système commercial reposait sur des alliances secs, stratégiques avec des tribus et des villes autour de la Méditerranée. Ils utilisaient des techniques avancées pour assurer la navigation, comme l'orientation par les étoiles et la connaissance approfondie des courants marins. Leur héritage naval se remarque dans les trésors archéologiques découverts, notamment les épaves retrouvées au large des côtes africaines. L'univers viking apporte un souffle différent, marqué par l'importance de la mobilité, de la vitesse et de l'adaptabilité. Chaque navire, soigneusement conçu, était un véritable bateau de guerre, mais aussi un moyen d'exploration silencieuse. Les Vikings ne se contentèrent pas de piller,
Ils ont également créé des colonies, implanté des routes commerciales à longue distance et tissé des liens avec d'autres cultures, notamment avec les Byzantins ou les peuples slaves. Leur héritage dépasse largement la simple image de guerriers. Ils furent aussi de navigateurs experts et de commerçants avisés. C'est dans l'observation attentive de ces peuples qu'émerge un tableau plus vaste, celui des grandes civilisations maritimes, qui ont contribué à la formation du monde tel que nous le connaissons. Ils ont su utiliser la mer comme un vecteur de diffusion des connaissances, des biens et des idéologies, multipliant ainsi les échanges entre continents et cultures. Cette dynamique a posé les fondations du commerce mondial, ouvrant la voie à l'ère moderne des explorations. Par ailleurs, la mer a exprimé des défis continus que ces civilisations ont dû relever et surmonter. Tempêtes, mer inconnue, dangers physiques et humains ont forgé chez ces navigateurs une combinaison de prudence, de savoir-faire et d'audace. Ces qualités se reflètent dans les récits historiques, les chroniques antiques et les découvertes archéologiques, créant un lien tangible entre passé et présent. En prenant le temps de contempler ces vastes périodes, on saisit mieux la portée de ces civilisations maritimes et le rôle crucial de la mer comme élément structurant. Elles ne furent pas simplement des acteurs isolés dans des régions périphériques, mais des éléments centraux de l'évolution politique, sociale et économique mondiale. Leurs interactions ont dessiné des lignes de communication essentielles, reliant mer et terre, passant du simple cabotage à de véritables réseaux transcontinentaux. Lorsque l'on évoque leur influence, il est aussi important de retenir l'impact culturel qu'elles ont laissé. Les échanges maritimes ont permis la diffusion de langues, de religions, d'arts et de techniques à travers leurs sphères respectives. Leur héritage est visible jusque dans nos alphabets, nos constructions navales et même dans certaines coutumes contemporaines. Ces traces, bien que parfois subtiles, continuent à inspirer les historiens et les passionnés de la mer. En se penchant sur ces périodes, un regard neuf s'ouvre sur le rôle de la mer dans l'histoire humaine. Longtemps perçue comme une frontière ou un obstacle, elle apparaît désormais comme un lien puissant entre les peuples. Les civilisations phéniciennes, carthaginoises et vikings illustrent cette transformation, où la mer devient un espace de rencontre, de conflit, mais surtout de découverte. Leur légende collective témoigne de cette capacité à dominer un environnement complexe et changeant. Ce voyage introductif nous prépare à découvrir plus en détail chacun de ces univers fascinants dans les chapitres à venir. Nous explorerons les techniques de navigation, les structures sociales, les croyances et les événements clés qui ont fait de ces peuples des acteurs majeurs de leur temps. En suivant cette progression, le regard s'affinera sur les particularités et les convergences qui caractérisent ces grandes civilisations maritimes. Ainsi, ce panorama initial propose une histoire de la mer, loin des récits épiques traditionnels. Il s'agit plutôt d'une démarche calme, factuelle, qui invite à l'écoute et à la réflexion. La mer se révèle alors comme un véritable catalyseur d'évolution humaine, un élément miroir des nombreuses facettes des sociétés qu'elle a vues grandir. L'invitation est donc lancée à plonger plus profondément dans cet univers fascinant. Bientôt, nous partirons à la rencontre des Phéniciens, pionniers des mers, dont l'ingéniosité et la sagesse ont pavé la voie à d'autres grandes civilisations. Nous dévoilerons sur leurs traces les réseaux commerciaux et culturels qu'ils ont su bâtir avec patience et rigueur. Ce sera l'occasion de comprendre comment leurs innovations ont durablement marqué la Méditerranée et au-delà. Le récit se poursuivra ensuite avec l'étude de Carthage, cette cité d'exception devenue un acteur incontournable de la géopolitique antique. Un héritage marqué par des stratégies militaires, des alliances économiques et un sens aigu de l'adaptation aux environnements maritimes qui lui ont permis de défier des empires puissants. Cette exploration précise et mesurée permettra de saisir la profondeur de leur influence,
Enfin, l'Odyssée atteindra les terres nordiques, où les Vikings ont tracé leurs légendes sur la mer gelée et les océans lointains. Chefs, navigateurs et guerriers s'y dévoileront avec leurs idées, leurs méthodes et leurs ambitions, ouvrant la voie à un autre chapitre de l'histoire maritime. Par ce souffle nouveau, la continuité du récit permettra d'appréhender la complexité des civilisations maritimes. Les vagues de l'histoire se déploient ainsi, riches de rencontres et d'enjeux, nous invitant lentement à suivre les traces de ces peuples fascinants. De la Méditerranée aux terres nordiques, de millénaires d'échanges et de conquêtes ont façonné une histoire commune, témoignant d'une humanité en quête d'exploration et d'ouverture. Ce cheminement posé nous accompagne doucement vers la suite de ce passionnant voyage. Les origines des Phéniciens sur la mer Méditerranée. Les Phéniciens apparaissent sur les côtes du Levant il y a environ 3000 ans avant notre ère, dans une région qui correspond aujourd'hui principalement au Liban moderne. Leur implantation s'étend de Byblos au nord à Tyr et Sidon plus au sud. Ils se distinguent rapidement par leur habileté sur la mer Méditerranée, maîtrisant à la perfection la construction navale et la navigation. Ces derniers leur permettent d'établir des routes commerciales à travers toute la Méditerranée, bien au-delà de leur territoire d'origine. La mer devient ainsi une extension naturelle de leur civilisation, un espace convivial qui facilite échanges et découvertes. Le succès des Phéniciens est largement fondé sur leur savoir-faire en matière de navires. Ils innovent avec des coques résistantes capables de supporter de longues traversées. Leurs galères sont équipées pour transporter aussi bien des marchandises précieuses que des personnes, pouvant effectuer des voyages qui durent plusieurs semaines. La poussée constante vers l'ouest leur fait explorer les côtes d'Afrique du Nord et d'Europe, jusqu'aux îles de la Méditerranée occidentale. Ces déplacements ne sont jamais hasardeux. Ils reposent sur une connaissance approfondie des vents, des courants et des étoiles. L'esprit des Phéniciens est celui de commerçants avant tout. Ils bâtissent des comptoirs dans des endroits stratégiques. Chaque avant-poste fonctionne comme un relais où convergent artisans, négociants et marchands. C'est grâce à ces réseaux que des produits rares circulent. Bois de cèdre, pourpre extrait d'un mollusque spécifique, verre soufflé, métaux précieux, épices. Cette circulation d'objets façonne un véritable système économique interconnecté. Le commerce devient plus que l'échange de biens. Il symbolise une relation d'échange culturel et d'ouverture vers l'extérieur. La société phénicienne accorde une grande place à la mer dans sa vie quotidienne. Les familles vivent souvent près des ports, et les métiers liés à la navigation s'apprennent dès l'enfance. Le jeune navigateur apprend à lire les étoiles, à interpréter les vents changeants et à planifier une traversée. Le savoir est transmis oralement et à travers des pratiques artisanales. Ce mode d'apprentissage favorise une transmission directe des compétences et une adaptation constante aux conditions marinaires. Le port antique de Tyr, par exemple, témoigne d'une organisation sophistiquée autour de l'activité maritime. Politique et économie s'entrelacent. Les cités phéniciennes sont indépendantes, chacune avec son propre gouvernement, mais elles gardent des liens étroits par le commerce. L'alliance entre Tyr, Sidon et Byblos renforce leur position face à d'autres puissances régionales. Parfois, ces villes rivalisent pour le contrôle des routes maritimes, mais elles comprennent qu'une coordination est essentielle pour maintenir la prospérité commune. Cette dynamique politique influe également sur les implantations à l'étranger, où des colonies comme Carthage voient le jour grâce à une volonté collective d'expansion. Les Phéniciens développent également un alphabet, simplifiant l'écriture et facilitant la communication entre les différents partenaires commerciaux. Cet alphabet, composé de 22 caractères consonantiques, se diffuse rapidement et influencera les systèmes d'écriture ultérieurs du bassin méditerranéen. Cette innovation linguistique reflète l'importance qu'ils accordent à la transmission claire et efficace du savoir.
indispensable pour gérer des échanges complexes. C'est un accomplissement majeur qui marque l'histoire de l'écriture et des échanges culturels. Les fouilles archéologiques révèlent de nombreux vestiges marqués par l'activité phénicienne. Les amphores transportant vin et huile d'olive, les épaves de navires, les objets importés venant de contrées lointaines. Chaque découverte complète notre compréhension de cet extraordinaire réseau. Elle montre que les Phéniciens ne sont pas simplement des marchands, mais aussi des bâtisseurs d'une véritable culture maritime et cosmopolite. Leurs routes commerçantes deviennent des voies de connexion entre des peuples et des civilisations souvent éloignées. À bord des navires, des figures emblématiques émergent. Par exemple, Hanon le navigateur, qui au 5e siècle avant notre ère, entreprend un voyage le long des côtes africaines, consignant ses observations dans un récit détaillé. Son aventure révèle la curiosité et le courage des explorateurs phéniciens, capables de prolonger leur savoir géographique bien au-delà des connaissances habituelles. Ces récits de voyage participent aussi à la diffusion d'informations utiles pour le commerce et la diplomatie. Le rôle des Phéniciens dans la diffusion de produits agricoles est également notable. Ils introduisent notamment la culture de la vigne et de l'olivier dans plusieurs régions de la Méditerranée, apportant avec eux des techniques agricoles avancées. Par ailleurs, ils facilitent que les échanges d'idées et de techniques artisanales. Par leur activité, ces sociétés côtières connaissent un développement économique inédit, le long terme s'inscrivant dans une logique d'interdépendance et de prospérité partagée. En résumé, les Phéniciens incarnent une civilisation dont l'essence même est liée à la mer Méditerranée. Leur aptitude maritime et commerciale a façonné un réseau qui perdure jusqu'à l'époque carthaginoise. Cette première étape ouvre la voie à une histoire complexe où d'autres peuples marins prendront le relais. Leur influence s'étend et s'enrichit, notamment grâce à leur capacité à connecter les mondes lointains par la mer. Ainsi, leur apparition sur les côtes du Levant marque le début d'une longue aventure autour des grandes civilisations maritimes. La suite de notre récit nous conduira désormais à la naissance de Carthage, une ville portée par l'héritage phénicien et prête à s'imposer comme une puissance majeure dans l'ouest méditerranéen. L'artisanat et le commerce chez les Phéniciens. Les Phéniciens, peuple marin et marchand, ont su développer dès l'Antiquité des savoir-faire remarquables qui ont marqué l'histoire méditerranéenne. Leur artisanat, notamment la fabrication du verre, étonne par sa qualité et sa finesse. Depuis leurs ateliers situés sur le pourtour du Levant, ils maîtrisaient des techniques complexes transmises de génération en génération. Le verre phénicien, souvent teinté, servait autant d'objets utilitaires que décoratifs, exprimant une maîtrise des réactions chimiques sur les matières premières locales. Cette industrie florissante a rapidement pris un caractère d'excellence au sein du commerce maritime. Outre le verre, la production de la teinture pourpre reste emblématique de leur savoir-faire. Obtenue à partir du murex, un coquillage méditerranéen, cette couleur rare et précieuse était associée à la royauté et aux élites, symbolisant le pouvoir et la richesse. Le procédé d'extraction, long et laborieux, demandait une expertise approfondie pour transformer ces coquillages en un pigment éclatant et durable. Ce luxe artisanal a permis aux Phéniciens de se tailler une place incontournable dans les échanges de biens précieux, en particulier auprès des cours royales et des élites de différentes civilisations. Le commerce phénicien, véritable moteur de prospérité, s'étendait à travers toute la Méditerranée. Ils établissaient des comptoirs et des colonies dans des lieux stratégiques, facilitant ainsi la circulation de marchandises rares et précieuses. Cette organisation commerciale, fondée sur le respect des alliances et la connaissance des routes maritimes, leur offrait une influence économique significative. Ces échanges permettaient la diffusion d'objets manufacturés, mais aussi d'idées et de techniques, contribuant à un enrichissement culturel mutuel entre les peuples riverains. Les navires phéniciens, robustes et bien conçus,
assuraient la sécurité de ces liaisons commerciales parfois périlleuses. Leur conception privilégiait la vitesse et la capacité de charge, optimisant ainsi le transport des produits artisanaux comme le verre et la pourpre. L'expérience accumulée sur les flots leur conférait une supériorité maritime appréciable, qui fascinait autant qu'elle inquiétait leurs adversaires. C'est grâce à ces flottes que les Phéniciens ont étendu leur influence bien au-delà de leur port d'origine. Au cœur de cet artisanat et de ce commerce, le rôle des familles et des guildes était essentiel. Ces structures sociales et économiques assuraient la transmission des savoirs et la qualité des produits. Les artisans jouaient un rôle clé dans l'économie locale, entretenant des relations étroites avec les marchands qui diffusaient leurs créations. Cette synergie entre production et distribution a permis à la culture phénicienne de se perpétuer et d'impérialiser son influence au fil des siècles. Certaines villes, comme Tyr et Sidon, devinrent des centres incontournables de cette activité. Connues pour leurs ateliers spécialisés, elles accueillaient des artisans reconnus pour leur maîtrise technique et leur créativité. Ces villes servaient également de plaque tournante pour le commerce maritime, où marchands et navigateurs échangeaient leurs cargaisons et leurs nouveautés. Leur rayonnement témoigne d'un savoir-faire parfaitement intégré à une économie dynamique et tournée vers l'extérieur. L'impact de l'artisanat phénicien se manifeste aussi à travers des vestiges archéologiques, souvent retrouvés lors de fouilles sous-marines ou terrestres. Ces objets témoignent d'une qualité esthétique et fonctionnelle élevée, reflétant des choix techniques aboutis. Ils permettent de mieux comprendre les méthodes de fabrication ainsi que les échanges intellectuels qui nourrissaient cet artisanat. Chaque fragment retrouvé est une fenêtre sur un monde d'innovation et de commerce à la fois stable et en expansion. La teinture pourpre, en particulier, a été étudiée avec attention par les chercheurs modernes. Ils ont pu reconstituer certaines étapes de sa production grâce à des analyses scientifiques pointues. Le coût élevé de cette matière première en faisait un bien de luxe, souvent réservé aux personnages importants de l'époque. Sa diffusion témoigne à la fois du rayonnement culturel des Phéniciens et de leur talent à valoriser des ressources naturelles uniques. Cette teinture est devenue un symbole puissant, inscrit durablement dans la mémoire collective. Au-delà de l'aspect matériel, l'artisanat et le commerce phénicien créèrent des liens durables entre différentes régions. Ils favorisèrent la circulation des idées, des techniques et des coutumes, façonnant une véritable culture méditerranéenne partagée. Cette ouverture sur le monde extérieur fut un levier important pour le développement des civilisations antiques, leur permettant de s'enrichir mutuellement. Ainsi, même après le déclin des Phéniciens, leur héritage persiste dans de nombreuses traditions artisanales et commerciales. Des personnages historiques, comme Hiram de Tyr, illustrent la grandeur de cette époque. Reconnu pour ses compétences en gestion et en diplomatie, il encouragea la prospérité de sa cité en développant les initiatives artisanales et commerciales. Son règne marque une période clé où l'équilibre entre innovation technique et expansion économique permit aux Phéniciens d'atteindre leur apogée. Ce type de leadership fut indispensable pour maintenir la cohésion entre les différentes parties opérant dans ce vaste réseau commercial. Les connaissances maritimes des Phéniciens, combinées à leur talent artisanal, leur ont assuré une place prépondérante dans l'histoire de la Méditerranée. Leur capacité à créer et diffuser des produits rares permit d'établir des relations diplomatiques solides, basées sur la confiance et le respect mutuel. Cette diplomatie économique a longtemps assuré la stabilité de leurs échanges et la pérennité de leur culture, ouvrant la voie à de nombreux échanges futurs. Leur contribution à l'histoire de la navigation est également considérable. Ils firent preuve d'une maîtrise avancée des techniques de construction navale, adaptant leurs bateaux aux contraintes de la mer. Cette innovation technique, en parallèle avec leur esprit commercial, transforma le visage des échanges à cette époque. Grâce à cela, ils purent explorer des territoires nouveaux
et ouvrir des routes commerciales encore inconnues, élargissant toujours plus leur zone d'influence. Les biographies de certains artisans talentueux, bien que peu documentées, montrent l'importance individuelle dans l'évolution de ces savoir-faire. Ces hommes et ces femmes, souvent anonymes, ont su faire preuve de créativité et de rigueur pour faire vivre une tradition. Leur travail assidu permit de créer des produits toujours plus raffinés, adaptés aux goûts variés des différents marchés. Chaque pièce de verre ou fragment de pourpre est le fruit d'une histoire humaine riche de compétences et d'efforts. La complexité des échanges commerciaux phéniciens nécessitait également un système avancé de comptabilité et de gestion des stocks. Les marchands tenaient des registres précis pour suivre les flux de marchandises, permettant ainsi un contrôle rigoureux de leurs activités. Cette organisation efficace évitait les pertes et optimisait les profits, assurant la pérennité des opérations commerciales. Ce niveau d'organisation témoigne d'une sophistication économique impressionnante pour l'époque. Cette dynamique entre artisanat, commerce et organisation sociale fit des Phéniciens des précurseurs dans le domaine de l'économie méditerranéenne. Leur modèle fut largement imité et inspiré par les civilisations contemporaines, envisageant l'échange comme un moteur de progrès. Leur héritage dépasse donc largement la simple production artisanale, intégrant un savoir-vivre commercial à grande échelle. Cette influence perdure dans de nombreuses institutions et pratiques modernes. Leur réseau maritime couvrait une grande partie du bassin méditerranéen, reliant de nombreux peuples et cités. Cette circulation intense permit de diffuser non seulement des marchandises, mais aussi des innovations technologiques et culturelles. Elle favorisa une interconnexion entre différentes zones géographiques, créant un forum économique et social exceptionnel. Cette capacité à tisser des liens à grande échelle demeure une leçon inspirante pour l'organisation des échanges contemporains. Enfin, le passage du savoir artisanal à travers les générations souligna la transmission de traditions précieuses. Les apprentissages étaient réalisés dans un cadre familial ou communautaire, garantissant à la fois la qualité et la continuité des productions. Les jeunes artisans recevaient une formation complète, alliant habileté manuelle et connaissance des matériaux. Cette pédagogie pragmatique assura la survie et le développement d'un art intense et riche en innovation. Ainsi, les Phéniciens ont laissé une empreinte durable grâce à leur artisanat et leur commerce. Leur capacité à maîtriser des techniques complexes et à étendre un réseau commercial étendu a servi de base à la prospérité méditerranéenne pendant des siècles. Ces réalisations témoignent de la richesse de leur civilisation, à la fois techniquement avancée et profondément intégrée dans un système d'échange harmonieux. C'est dans ce contexte que nous pouvons maintenant envisager les héritages des autres grandes civilisations maritimes. La fondation de Carthage, perle de la Méditerranée occidentale. La création de Carthage remonte au IXe siècle avant notre ère, lorsque des colons phéniciens quittèrent leur cité d'origine, Tyr, située dans l'actuel Liban. Ce groupe d'explorateurs marins entreprit de fonder une nouvelle cité au bord de la Méditerranée occidentale, recherchant un emplacement stratégique pour le commerce et l'expansion. Carthage fut ainsi établie sur une presqu'île offrant un abri naturel, dans une région riche en ressources agricoles et minérales. L'objectif principal des Phéniciens n'était pas seulement de construire une simple colonie, mais de créer un relais commercial capable de rivaliser avec d'autres puissances méditerranéennes. Grâce à leurs compétences avancées en navigation, ils établirent rapidement un réseau d'échanges s'étendant de la péninsule ibérique à la côte nord-africaine. Ce réseau fut fondamental dans le développement ultérieur de Carthage en une cité prospère et influente. Dès ses débuts, Carthage bénéficia d'une position géopolitique hors du commun. Le port naturel était protégé par des baies profondes, facilitant le commerce maritime. De plus, les terres environnantes permettaient le développement d'une agriculture durable, notamment la culture de l'olivier et de la vigne, qui étaient des éléments essentiels pour l'économie locale
et les échanges commerciaux. Ces facteurs contribuèrent à la stabilité et à la croissance rapide de cette jeune cité. Le mythe fondateur de Carthage raconte comment la reine Didon, connue sous le nom d'Élissa, guida les Phéniciens dans cette entreprise. Didon est décrite comme une femme visionnaire et pragmatique qui, face à l'hostilité des populations locales, réussit à négocier l'acquisition d'un territoire suffisant pour installer la cité. Cette légende reflète la réalité historique où diplomatie et habileté politique furent nécessaires pour assurer la survie et le développement de Carthage. Le contexte du Moyen-Orient au moment de la fondation de Carthage était marqué par une intense compétition entre cités-États phéniciennes. Tyr, Sidon et Byblos cherchaient à étendre leur influence commerciale à travers le bassin méditerranéen. Le choix de Carthage comme colonie fut donc une décision stratégique permettant à Tyr d'assurer sa présence dans la partie occidentale de la mer Méditerranée tout en dégageant des ressources pour soutenir ses activités. Au fil des siècles, Carthage évolua pour devenir une cité-État autonome, avec son propre système politique et social. Son modèle de gouvernance combinait des éléments oligarchiques, où les familles marchandes puissantes exerçaient une influence considérable. Les institutions carthaginoises reposaient sur des assemblées et des conseils, qui prenaient les décisions législatives et militaires, assurant une stabilité relative malgré les défis internes et externes. Le commerce maritime resta le pilier de la prospérité carthaginoise. La cité contrôlait plusieurs routes commerciales majeures, notamment celles reliant les îles de la Méditerranée occidentale ainsi que les territoires de la péninsule ibérique riche en métaux précieux. Carthage exportait des produits agricoles, des textiles et des objets artisanaux tout en important des matières premières indispensables à son industrie locale. Ce commerce intensif fit de Carthage une puissance économique incontournable. L'architecture et l'urbanisme de Carthage reflétaient cette richesse et cette ambition. Les Carthaginois construisirent un port militaire impressionnant, divisé en 2 bassins, favorisant le stationnement et la protection des navires de guerre et des galères commerciales. En parallèle, la cité s'étendit avec des quartiers résidentiels, des temples dédiés aux divinités tutélaires et des infrastructures publiques complexes, témoignage de l'organisation avancée de la société. La société carthaginoise était également marquée par ses interactions avec les peuples autochtones de la région. Les échanges culturels et commerciaux facilités par la proximité géographique favorisèrent des alliances, mais aussi des conflits ponctuels. Cette dynamique contribua à façonner une identité carthaginoise distincte, mêlant héritage phénicien et influence locale, préparation à la complexité des luttes politiques futures dans la région. Militairement, Carthage investit tôt dans le développement d'une flotte puissante et expérimentée. La maîtrise de la navigation et des tactiques navales permit de défendre efficacement ses intérêts commerciaux contre les rivaux et de mener des expéditions vers de nouveaux territoires. Cette force maritime fut essentielle lors des confrontations avec d'autres puissances méditerranéennes, notamment les Grecs et plus tard les Romains. Sur le plan religieux, les Carthaginois perpétuèrent les cultes phéniciens, adorant des divinités telles que Baal, Ammon et Tanit. Ces cultes étaient au cœur de la vie sociale et politique de la cité. Les rites et les fêtes religieuses rythmaient les activités collectives, renforçant la cohésion sociale. L'importance accordée à ces pratiques souligne le rôle central que la religion jouait dans la légitimation du pouvoir et de l'ordre social à Carthage. La fondation de Carthage s'inscrit dans une période de transformation majeure autour de la Méditerranée. La cité devint rapidement un point de convergence pour des échanges économiques, culturels et politiques. Son émergence fut aussi le prélude à des rivalités qui allaient marquer durablement l'histoire antique, notamment lors des guerres puniques. La place grandissante de Carthage dans cet espace géopolitique en fit un acteur incontournable. L'étude de Carthage offre une perspective unique sur les dynamiques de colonisation et d'expansion dans le monde antique.
Elle illustre comment un groupe de navigateurs originaires d'une région lointaine sut adapter ses stratégies pour profiter des opportunités offertes par un nouveau territoire. Cette capacité d'adaptation et d'innovation permit à Carthage d'évoluer vers une puissance urbaine et commerciale majeure. En analysant la topographie et l'archéologie de l'emplacement de Carthage, les chercheurs ont identifié des éléments clés du développement urbain. La construction de digues, de quais et de structures défensives témoignent d'une maîtrise technique avancée. Ces infrastructures facilitèrent à la fois la protection contre les invasions et l'expansion économique, conditions nécessaires pour le succès prolongé de la cité. Carthage joua également un rôle crucial dans la diffusion des technologies maritimes et commerciales. Ces navires furent équipés de techniques innovantes, telles que des approches avancées de la navigation astronomique et des systèmes de chargement rationnel. Le savoir-faire carthaginois participa à accroître la fluidité des échanges, consolidant son statut de plaque tournante entre les cultures méditerranéennes et africaines. La société carthaginoise était stratifiée, avec une classe marchande dominante et des artisans spécialisés. Cette organisation sociale permit une division efficace du travail, essentielle pour maintenir le rythme d'exportation et d'importation élevé. Dans cette dynamique, la mobilité sociale restait possible par le biais du commerce ou du succès militaire, élargissant ainsi les perspectives individuelles au-delà des statuts hérités. L'environnement naturel autour de Carthage fut également une ressource précieuse. Les terres fertiles permirent la production de céréales, de vin et d'huile d'olive, tandis que la proximité de la mer favorisait la pêche. Cette combinaison d'économies agraire et maritime assura une certaine autonomie alimentaire, réduisant la vulnérabilité de la ville face aux aléas politiques ou économiques. Par ailleurs, Carthage développa un réseau de colonies et de comptoirs qui étendirent son influence. Ces établissements stratégiques, étalés le long des côtes méditerranéennes et atlantiques, servaient à la fois de base navale, de points commerciaux et de relais d'information. Ce vaste réseau contribua à créer une entité politique complexe, capable de gérer de nombreux territoires sous son contrôle. Les relations entre Carthage et les autres cités côtières furent souvent marquées par des alliances temporaires ou des conflits. Avec les Grecs, il y eut des périodes de coopération commerciale, mais également de rivalité maritime. Plus tard, l'arrivée des Romains créa une dynamique conflictuelle déterminante pour le destin de Carthage, préparant le terrain pour les conflits majeurs du IIIe siècle avant notre ère. Enfin, la fondation de Carthage témoigne de l'esprit d'entreprise et d'innovation des Phéniciens. Leur capacité à créer un centre urbain prospère loin de leur terre natale, en s'adaptant à un environnement nouveau et en développant des réseaux complexes d'échanges, marque un moment important dans l'histoire méditerranéenne. Carthage incarne ainsi l'un des premiers exemples réussis de mondialisation antique, dont l'influence résonnera longtemps. Cette évolution complexe de Carthage, de modeste colonie à puissance redoutée, invite à poursuivre l'exploration de son interaction avec les autres grandes civilisations maritimes de l'époque. Le cheminement vers la reconnaissance et le conflit s'inscrit dans une histoire plus large qui comprend également les Vikings et d'autres acteurs majeurs de l'histoire maritime. Ainsi, nous allons désormais tourner notre attention vers ces civilisations pour analyser leurs contributions respectives à l'histoire des mers. L'essor économique et militaire de Carthage. Au cœur de la Méditerranée, Carthage s'est progressivement affirmée comme une puissance économique et militaire grâce à une stratégie tournée vers la mer et le commerce. Fondée par les Phéniciens dans le IXe siècle avant notre ère, cette cité a su développer une flotte redoutable qui lui a permis de contrôler les routes maritimes cruciales entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. La maîtrise de la navigation a joué un rôle central dans l'expansion carthaginoise, offrant un avantage considérable face à ses rivaux. Dès ses débuts, Carthage s'est investi dans la construction navale. Les galères, rapides et maniables,
sont devenus l'outil principal de sa domination sur les eaux. Cette supériorité maritime a permis aux Carthaginois d'étendre leur influence bien au-delà de la côte africaine, intégrant des ports en Sicile, en Sardaigne et dans la péninsule ibérique. Chaque conquête enrichissait la cité, améliorait ses infrastructures militaires et étendait son réseau commercial. L'économie carthaginoise reposait principalement sur le commerce. Par les échanges de métaux précieux, d'épices, de textiles et d'huile d'olive, la ville accumulait richesses et ressources nécessaires au renforcement de son armée. Le contrôle des routes commerciales méditerranéennes ne se limitait pas à des incursions militaires. Il impliquait également la diplomatie et l'établissement de colonies stratégiques. Ainsi, Carthage a conservé un équilibre entre force navale et alliance commerciale. Parallèlement, Carthage a développé une armée terrestre disciplinée, composée de soldats professionnels et de mercenaires. Cette force a souvent été employée pour protéger ses intérêts contre les tribus locales et pour répondre aux menaces extérieures, notamment les expansions grecques en Sicile. Des généraux comme Hanon et d'autres dirigeants ont organisé ces forces avec rigueur, assurant la stabilité du royaume malgré des nombreuses tensions autour de la Méditerranée. L'un des épisodes majeurs illustrant cette montée en puissance fut la rivalité avec Rome, une ville elle-même en pleine expansion. Dès le IIIe siècle avant notre ère, les tensions entre Carthage et Rome se sont accentuées, déclenchant une série de conflits majeurs connus sous le nom de guerre punique. Ces hostilités ont mis à l'épreuve toutes les capacités militaires des deux puissances, mais elles ont également révélé l'ingéniosité stratégique des Carthaginois. La première guerre punique fut un affrontement naval décisif. Carthage, initialement supérieure en mer, fut confrontée à une flotte romaine en pleine évolution. Rome développa de nouvelles techniques comme la corne de ravissement, un dispositif permettant aux soldats romains de monter à bord des navires ennemis. Cette innovation obligea Carthage à repenser sa stratégie, tandis que le conflit entraîna des pertes importantes des deux côtés. Au-delà des batailles, Carthage savait mobiliser ses ressources économiques pour résister. La cité tirait profit de la richesse générée par ses colonies en Espagne et sur le pourtour méditerranéen. Grâce à l'exploitation des mines de minerais de fer et d'argent, elle finança la reconstruction de sa flotte ainsi que le paiement de ses soldats. Cette capacité à allier économie et armée sut prolonger la résistance face à Rome. L'art de la guerre chez Carthage se distinguait aussi par l'usage de troupes diversifiées. Les mercenaires d'origine africaine, ibérique ou gauloise renforçaient l'infanterie, tandis que des éléphants de guerre, originaires d'Afrique, constituèrent une arme psychologique et tactique impressionnante au combat. Ces éléphants, bien que difficiles à manier, symbolisaient la puissance carthaginoise et furent souvent utilisés avec succès durant les confrontations. Le général Hannibal Barca demeure la figure la plus emblématique de cette période. Né dans une famille de chefs militaires, il incarna l'esprit de résistance carthaginois. Sa campagne audacieuse en Italie, notamment la traversée des Alpes avec des éléphants, constitue un exemple exceptionnel de stratégie militaire. Hannibal réussit à infliger plusieurs défaites majeures aux légions romaines, mais fut finalement contraint de se replier face aux ressources supérieures de Rome. Toutefois, la rivalité entre Carthage et Rome ne se résuma pas à des affrontements directs. Elle impliqua aussi une lutte pour le contrôle des mers et des territoires périphériques. La domination des routes maritimes garantissait le ravitaillement des armées et le flux des richesses indispensables à la survie de chaque empire. Cette guerre de position et d'influence maintint la Méditerranée en état de tension pendant plusieurs décennies. Les conséquences des guerres puniques furent profondes. Alors que Rome sortait victorieuse, Carthage perdit progressivement son autonomie et sa puissance militaire. La cité fut contrainte de céder ses possessions et de limiter considérablement sa flotte navale. Malgré cette défaite, l'impact de Carthage sur l'économie méditerranéenne
et sur la géopolitique antique reste indéniable, témoignant d'une civilisation avancée et résiliente. En conclusion, l'ascension de Carthage illustre l'importance de la maîtrise maritime et de l'organisation militaire dans la construction d'un empire. Son histoire mêle innovation, commerce et stratégie dans un paysage complexe, marqué par des alliances changeantes et des confrontations décisives. Cette saga continue d'inspirer par son équilibre entre puissance économique et force militaire, posant les bases nécessaires à la compréhension des civilisations anciennes. Passons maintenant à l'exploration approfondie des Vikings, une autre grande civilisation maritime qui, à son tour, a bouleversé l'histoire européenne par son audace sur les mers et ses stratégies innovantes. Les Vikings, maîtres des mers du Nord. Les Vikings sont originaires des régions actuelles de la Scandinavie, regroupant la Norvège, la Suède et le Danemark, où le climat rigoureux et les terres montagneuses ont modelé des communautés robustes et adaptatives. Depuis les premiers siècles de notre ère, ces peuples ont développé une culture centrée sur la mer, considérée non seulement comme une source de subsistance, mais aussi comme une voie majeure pour l'exploration et les échanges. Leur nom même évoque l'idée d'une expédition maritime, viking, désignant un guerrier parti vers l'intérieur des mers. Les conditions difficiles de leur environnement ont conduit les Vikings à exceller dans la construction navale. Ils ont mis au point des dracars légers, longs et fins, capables de naviguer aussi bien en haute mer que dans les eaux peu profondes des rivières. Cette polyvalence leur a offert une liberté de mouvement exceptionnelle. Les embarcations pouvaient atteindre des vitesses impressionnantes grâce à leurs voiles rectangulaires soutenues par une robuste mâture, conjuguées à la force de l'équipage au moyen d'avirons. Ces innovations techniques ont fait des Vikings les maîtres incontestés des routes maritimes du Nord. Contrairement à l'image populaire d'envahisseurs brutaux et sanguinaires, de nombreux Vikings étaient aussi des commerçants et des explorateurs. Ils ont établi des réseaux commerciaux qui s'étendaient du Groenland jusqu'aux rives de la mer Noire. À travers ces échanges, ils ont diffusé des marchandises rares comme l'ambre, la fourrure, l'or, mais aussi des richesses culturelles. Chaque expédition n'était pas uniquement militaire ou pilleuse. Elle était aussi une aventure économique motivée par la recherche de ressources et de nouvelles opportunités. Les récits oraux, transmis de génération en génération, révèlent le rôle central que la mer a occupé dans la psychologie viking. Elle symbolisait l'inconnu, le défi et la liberté. Le courage face aux dangers des tempêtes et des eaux dangereuses était un trait valorisé. Ces nautonniers respectaient les éléments naturels tout en les affrontant, ce qui forgeait leur caractère. Leur attachement à l'eau se manifestait dans leurs croyances et rites, où le dieu Odin et la déesse Freyja, entre autres, jouèrent des rôles clés liés à la mer et au voyage. Les expéditions vikings vers l'ouest ont débuté à la fin du 8e siècle. Le raid sur le monastère de Lindisfarne en 1972 marqua une première incursion notable sur les îles britanniques. Par la suite, les Vikings ont colonisé l'Islande, puis le Groenland, et même atteint les côtes de l'Amérique du Nord plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Ces périples témoignent d'une maîtrise impressionnante des techniques de navigation et d'une connaissance approfondie des courants et du vent. Ils utilisaient également des outils comme la boussole solaire pour s'orienter. Au-delà des conquêtes, ils ont aussi fondé des établissements durables, intégrés aux sociétés locales. En Normandie, par exemple, les Vikings ont donné naissance à une nouvelle culture fusionnant leurs traditions scandinaves avec celles de la population franque. Ces échanges ont engendré une dynamique culturelle riche et complexe. Les Vikings ont participé à l'évolution sociale et économique de l'Europe médiévale. Leur influence dépasse largement le mythe sensationnel des pillages, impliquant une interaction profonde avec les territoires qu'ils ont traversés. L'importance de la mer dans la vie viking se manifeste également dans leurs pratiques funéraires.
Ils ont souvent construit des tombes navales pour les chefs morts, illustrant l'ultime voyage vers l'au-delà. Ces monuments funéraires sont des témoignages précieux pour les archéologues, car ils contiennent de nombreux objets personnels et des indices sur leurs croyances. La mer n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un élément spirituel fondamental, accompagnant les Vikings de la naissance à la mort. En analysant leurs écrits et leurs sagas, on découvre une riche matière historique. Les textes relatent non seulement des exploits guerriers, mais aussi des moments de vie quotidienne, des interactions sociales et des découvertes géographiques. Ces histoires, bien que rédigées postérieurement par des moines ou des chroniqueurs, offrent un regard précieux sur la mentalité viking. Elles permettent de mieux comprendre la complexité de ces peuples qui ne se réduisent pas à des stéréotypes simplistes. L'exploitation des voies maritimes du Nord a façonné la géopolitique européenne. Les Vikings ont dû souvent négocier avec les royaumes voisins, imposer des tribus ou conclure des alliances. Cette dynamique fluctuante a entraîné des mutations territoriales, des échanges culturels et des innovations militaires. Les nombreuses campagnes menées témoignent de leur adaptabilité stratégique et de leur sens du commerce autant que du combat. Leur héritage maritime continue d'influencer la perception des peuples scandinaves. L'expansion viking a également eu un impact sur la langue et les toponymes européens. De nombreuses villes situées en France, en Grande-Bretagne ou en Irlande portent encore des noms d'origine norroise. Cette trace linguistique souligne l'importance de leur installation durable et de l'intégration progressive. L'étude de ces vestiges permet d'appréhender la circulation des peuples et des idées à travers la mer. Ainsi, la mer fut bien plus qu'un obstacle, elle fut un vecteur de civilisation. Les Vikings ont aussi contribué à la diffusion des savoirs nautiques dans toute l'Europe. Les techniques de navigation, la conception des navires, l'art de la survie en mer ont été partagés et adaptés. Ces connaissances ont alimenté l'expansion des échanges maritimes, préparant les routes qui seront plus tard utilisées par les grandes explorations. La mer du Nord et les mers environnantes sont devenues des lieux de rencontres et de défis, renforçant la position stratégique des Vikings comme intermédiaires culturels et économiques. Dans ce contexte, la figure emblématique de Ragnar Lodbrok émerge dans les sagas comme un chef de guerre et d'expédition. Homme à la fois pragmatique et audacieux, il incarne l'esprit d'aventure propre aux Vikings. Ces récits, bien que partiellement mythiques, reflètent les valeurs de courage, d'endurance et de sagesse dans la quête maritime. Ils symbolisent ce lien étroit entre homme et mer qui a alimenté le succès de ces civilisations nordiques. Au fil du temps, les Vikings ont su tirer parti de leur environnement maritime pour s'adapter aux changements climatiques et politiques. Leur mobilité leur a permis de poursuivre leurs activités dans un environnement instable. Leur réseau de routes maritimes renforçait l'échange d'informations et favorisait les alliances ponctuelles. Grâce à cette maîtrise des voies d'eau, ils ont pu influencer durablement le développement de la région nord-européenne. Chaque nouveau voyage viking était une exploration du monde, une découverte d'autres peuples et cultures. Ces contacts ont enrichi leur propre culture, apportant innovation et nouvelles pratiques. L'intégration des savoir-faire étrangers démontre une ouverture d'esprit que l'on associe rarement à ces peuples qualifiés historiquement de simples pillards. En réalité, leur rapport à la mer ouvrait des horizons multiples, ceux de la rencontre et du partage autant que de la conquête. Progressivement, la mer du Nord est devenue le théâtre d'une civilisation maritime complexe dont l'héritage se manifeste encore dans l'artisanat, les traditions orales et la généalogie des régions scandinaves. Les fouilles archéologiques mettent au jour des objets précieux et des traces de ces voyages, nourrissant notre compréhension de leur quotidien. Ces découvertes confirment l'importance stratégique des voies maritimes dans leur organisation sociale et économique. Leur influence s'étendait bien au-delà des côtes de la Scandinavie. En mer Baltique, par exemple,
Ils ont établi des postes avancés qui facilitaient le commerce avec les peuples slaves et les habitants des steppes. Ce réseau s'étendait également dans les territoires des Russes, ancêtres des Russes actuels. Ainsi, les Vikings jouaient un rôle essentiel dans la médiation entre les mondes occidental et oriental, à travers des expéditions maritimes souvent longues et périlleuses. La mer était aussi un espace de rivalité et d'affrontement entre différentes factions vikings et autres peuples maritimes. Ces conflits, bien que parfois violents, stimulaient l'innovation tactique et technique. Les Vikings amélioraient constamment leurs navires, leurs armes et leur organisation sociale pour maintenir leur suprématie. Cette compétition maritime fut un moteur important de leur dynamisme culturel et économique. Les activités liées à la mer englobent également la pêche et la chasse aux mammifères marins, qui constituaient une part importante de l'alimentation en Scandinavie. La mer offrait des ressources abondantes, souvent difficiles à obtenir sur Terre, renforçant ainsi la dépendance des Vikings à cet élément naturel. Ces pratiques économiques s'inscrivaient dans une gestion raisonnée des écosystèmes marins, assurant la pérennité de leur mode de vie. En résumé, les Vikings se sont imposés comme des maîtres incontestés des mers du Nord grâce à leur savoir-faire naval, leur esprit d'aventure et leur aptitude à exploiter pleinement l'environnement maritime. Leur histoire illustre de manière saisissante combien la mer peut être à la fois un défi et une ressource inestimable qui façonne la destinée d'un peuple. La suite de notre exploration nous conduira à découvrir les autres grandes civilisations maritimes qui ont marqué l'histoire ancienne par leur lien profond avec les océans. Techniques de navigation et construction navale chez les Vikings. Les Vikings, ces navigateurs du Nord, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire maritime grâce à leurs techniques novatrices de construction navale et à leur habileté à naviguer sur de longues distances. Leurs bateaux, appelés dracars, étaient des merveilles d'ingénierie adaptées aux conditions extrêmes de l'Atlantique Nord et des mers environnantes. Ces embarcations fines et légères, au squelette en bois souple, pouvaient résister aux tempêtes tout en restant suffisamment rapides pour des déplacements stratégiques, qu'il s'agisse de raids ou d'exploration. La structure des dracars reposait sur une charpente robuste, construite avec des planches jointes à clin, ce qui permettait une certaine flexibilité face aux vagues. Cette technique, héritée d'une longue tradition scandinave, offrait une meilleure résistance que les coques rigides des navires de l'époque. Les Vikings utilisaient principalement du bois d'orme et de chêne, matériaux à la fois solides et relativement légers. Les assemblages étaient renforcés par des clous en fer et des liens en cuir, garantissant ainsi l'étanchéité et la durabilité du bateau. Un élément distinctif des dracars résidait dans leur voile carré, généralement en laine ou en lin, pouvant atteindre une surface importante. Cette voile capturait efficacement le vent, permettant de couvrir plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, en combinant la force du vent et le rythme des rameurs. Dans des conditions favorables, un dracar pourrait atteindre une vitesse impressionnante, facilitant la traversée rapide des fjords, des mers intérieures et même de l'Atlantique. Cela explique en partie comment les Vikings purent explorer des territoires aussi lointains que l'Islande, le Groenland et le Vinland, l'actuelle côte est de l'Amérique du Nord. La navigation viking ne se limitait pas à la construction de bateaux performants. Les marins du Nord avaient développé des techniques avancées pour s'orienter sur les vastes étendues d'eau sans instruments modernes. Ils observèrent les étoiles, en particulier l'étoile polaire, engagèrent souvent des guides connaissant les courants marins et prêtaient attention au comportement des oiseaux et aux variations de la couleur de l'eau pour localiser la Terre. Leur connaissance de la nature leur permettait ainsi de naviguer avec une précision surprenante, même dans des conditions météorologiques difficiles. Le rôle central des dracars dans la société viking ne s'arrêtait pas à leur fonction utilitaire. Ces navires étant également un symbole de puissance et de prestige.
Certaines embarcations pouvaient accueillir plus de 50 hommes, répartis entre rameurs et guerriers. À leur bord, la vie s'organisait de manière rigoureuse, alternant moments de travail intenses et périodes de repos. Le chef d'équipage, souvent un homme respecté pour sa sagesse et son expérience, dirigeait avec fermeté, mais aussi avec attention pour maintenir la cohésion du groupe durant les longues campagnes. Les savoir-faire de construction navale se transmettaient au sein des clans par apprentissage direct, souvent dès le plus jeune âge. Outre les compétences plus techniques, les futurs charpentiers apprenaient à lire le vent et la mer, ce qui était indispensable pour imaginer et bâtir des navires adaptés aux besoins spécifiques des voyages entrepris. Des outils spécialisés, tels que les ciseaux à bois et les tarières manuelles, étaient utilisés avec précision pour sculpter et assembler les pièces de la coque. Ce métier requérait une grande maîtrise, car une erreur pouvait compromettre la sécurité de toute l'expédition. Il est important de noter que la flexibilité des dracars ne se limitait pas à leur structure. Leur design agissait également sur la maniabilité en mer. Le faible tirant d'eau de ces embarcations leur permettait de s'approcher près des côtes, de remonter des fleuves et de se poser facilement sur des plages peu profondes. Cette capacité offrait un avantage stratégique majeur lors des raids ou en cas de besoin rapide d'exploration. Elle facilitait également la dissimulation des bateaux dans des criques peu accessibles, protégeant ainsi les équipages des attaques ennemies. Des récits historiques et archéologiques attestent des prouesses des Vikings en matière de navigation. Par exemple, le Gokstad, un drakkar découvert en Norvège, témoigne d'une architecture sophistiquée au début du XIe siècle. Ce navire mesurait environ 23 mètres de long et près de 5 mètres de large, illustrant la grandeur et la solidité des bâtiments utilisés. Son état de conservation exceptionnel a permis aux chercheurs de mieux comprendre les techniques de montage et les matériaux employés. Cet exemple souligne l'importance accordée à la qualité et à la durabilité lors de la construction. En complément, les connaissances sur les courants et les conditions climatiques apaisaient les risques liés aux longues traversées océaniques. Les Vikings savaient anticiper les tempêtes en étudiant les phénomènes naturels et en adaptant leur route en conséquence. Cette expertise a ainsi contribué à la réussite de voyages périlleux, allant bien au-delà de leur territoire d'origine. En combinant des navires adaptés et un savoir-faire marin précis, ils ont pu établir des réseaux commerciaux et de colonisation étendus, reliant des régions parfois distantes de milliers de kilomètres. Les échanges maritimes portaient souvent sur des marchandises clés telles que le bois, le fer, les fourrures et même des esclaves. La capacité à transporter ces biens rapidement offrait un avantage économique significatif, renforçant ainsi la puissance des communautés vikings. L'organisation sociale autour de ces trajets témoignait d'une coordination poussée, impliquant plusieurs compétences, allant de la préparation du matériel à la navigation en mer ouverte. Ce modèle prouvait la maturité de leur civilisation maritime. À travers les siècles, les innovations vikings ont influencé les constructions navales européennes ultérieures. La flexibilité du bois, l'efficacité des voiles carrées et les méthodes d'assemblage ont servi de base à de nombreux développements postérieurs. Bien que les motifs culturels et politiques aient évolué, l'héritage technique du Nord demeure visible dans la conception des navires modernes. Cette continuité illustre comment une civilisation ancienne peut laisser une trace durable, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la technologie. L'étude approfondie des dracars met en lumière une vision pragmatique de la mer. Pour les Vikings, celle-ci n'était pas seulement un obstacle, mais une voie d'opportunité, un lien entre les peuples et un défi à surmonter grâce à la maîtrise technique. Leur réalisation témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable face à un environnement ardu, prouvant que la maîtrise des outils et des connaissances peut transcender les contraintes naturelles. Leurs récits, transmis oralement et parfois consignés plus tard dans des sagas,
décrivent souvent la mer comme un partenaire exigeant et respecté, un élément central dans la vie quotidienne. Cette perception a influencé leur approche pragmatique de la navigation, où prudence et innovation allaient de pair. L'objectif principal restait le déplacement efficace et sécurisé, toujours au service des besoins de la communauté. Cette philosophie a contribué à faire des Vikings des pionniers de la navigation maritime. Ce voyage à travers les techniques de construction et de navigation Vikings ouvre ainsi la porte à une meilleure compréhension des stratégies maritimes anciennes. Il révèle combien la maîtrise du savoir maritime était cruciale dans la réussite des entreprises nordiques. Cette réflexion nous prépare à explorer les évolutions suivantes dans l'histoire des grandes civilisations maritimes et leurs héritages respectifs. Nous pouvons maintenant aborder plus en détail les particularités des autres peuples qui ont marqué les mers et les océans. Les voyages et les explorations vikings. Les Vikings, peuple nordique robuste et ingénieux, ont marqué l'histoire maritime par leurs expéditions audacieuses à travers l'océan Atlantique. Dès la fin du 8e siècle, ils commencèrent à naviguer vers l'ouest, découvrant et s'installant sur des terres jusqu'alors inconnues des Européens. Leur maîtrise de la mer et la solidité de leurs navires appelés dracars leur permirent de voyager sur de longues distances en toute sécurité, même dans des conditions souvent périlleuses. L'un des premiers objectifs de ces voyages fut l'Islande, une île isolée située au milieu de l'Atlantique Nord. Les Vikings commencèrent à s'y installer vers la fin du 9e siècle. Ce fut un endroit stratégique où ils purent à la fois établir des colonies stables et préparer des expéditions vers des territoires plus éloignés. Le peuplement de l'Islande fut organisé, avec des clans familiaux qui créèrent des structures sociales et politiques, favorisant un mode de vie relativement autonome et prospère dans un environnement rigoureux. Au-delà de l'Islande, le Groenland attira l'attention des explorateurs vikings. Vers l'an 1000, Éric le Rouge, un chef viking connu pour son courage et sa détermination, mena une colonie vers cette vaste terre couverte de glace. Il donna à la région ce nom évocateur pour encourager d'autres à s'y installer, malgré les conditions climatiques difficiles. Ces colons furent confrontés à un climat froid et hostile, mais leur organisation et leur savoir-faire leur permirent de survivre pendant plusieurs siècles, participant à un réseau d'échanges avec d'autres colonies nordiques. L'une des découvertes les plus remarquables fut celle de terres encore plus à l'ouest, en Amérique du Nord. Vers l'an 1000, Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, dirigea une expédition qui atteignit des côtes inconnues, probablement au Labrador actuel ou à Terre-Neuve. Cette terre fut nommée Vinland à cause de la végétation luxuriante et des ressources naturelles abondantes qui y furent observées. Les Vikings établirent des camps temporaires pour le commerce et la chasse, mais ne développèrent pas de colonies permanentes. Ces explorations témoignent de leur capacité à planifier et exécuter des voyages longs et complexes sur l'océan, bien avant les grandes découvertes européennes. L'organisation de ces expéditions était rigoureuse. Chaque voyage impliquait une préparation minutieuse, choix des équipages, assemblage des navires adaptés aux conditions de la mer, collecte de provisions et d'outils indispensables. Les chefs, dotés d'une autorité respectée, savaient combiner stratégie militaire et diplomatie pour assurer la survie et le succès de leurs compagnons. Ils veillaient à l'équilibre entre la sécurité du groupe et l'audace nécessaire à la découverte. Ces voyages vikings furent aussi des occasions d'échanges culturels et commerciaux. Ils rencontrèrent divers peuples, comme les Irlandais, les Écossais et les peuples autochtones d'Amérique du Nord, échangeant des marchandises telles que le fer, les peaux et les produits artisanaux. Les contacts furent parfois pacifiques, parfois conflictuels, mais toujours riches d'enseignements pour les deux parties. Ces interactions modifièrent peu à peu les modes de vie des Vikings, les adaptant à de nouvelles conditions et enrichissant leur culture.
Les récits transmis par les sagas nordiques, bien qu'influencés par la tradition orale et parfois embellis, confirment la réalité de ces grandes explorations. Ils décrivent des personnages tels qu'Éric le Rouge, Leif Erikson et d'autres chefs courageux et déterminés qui menèrent leurs hommes à travers les mers incertaines. Ces textes demeurent une source précieuse pour comprendre la mentalité et les prouesses techniques de ce peuple de navigateurs talentueux. La technologie navale viking fut un facteur essentiel de leur réussite. Les dracars, longs et légers, étaient conçus pour la vitesse, la manœuvrabilité, mais aussi pour affronter les vagues de l'Atlantique. Leur construction rigoureuse, combinée à des techniques de navigation basées sur l'observation du soleil, des étoiles et des phénomènes marins, permit aux Vikings de maintenir leur cap sur des distances impressionnantes pour l'époque. Le rôle des pilotes, dotés d'un savoir-faire précis, était crucial lors de ces expéditions. Ces découvertes nordiques eurent une influence durable sur l'histoire européenne. Bien que leur colonie en Amérique du Nord ne se soit pas perpétuée, elles représentent la première présence européenne connue sur ce continent, précédant de plusieurs siècles les grands voyages de Colomb et de Cabot. En Europe, les échanges et influences entre Vikings et autres populations modifièrent le paysage politique et économique, marquant une transition importante durant le Haut Moyen-Âge. Au-delà de leurs exploits maritimes, les Vikings démontrèrent une capacité d'adaptation remarquable face aux environnements variés qu'ils rencontrèrent. De la péninsule scandinave aux terres gelées du nord-ouest, ils surent tirer parti des ressources locales, développer des modes de vie adaptés et créer des réseaux d'échange. Ces qualités soulignent non seulement leur maîtrise technique, mais aussi une certaine vision stratégique à long terme, caractéristique d'un peuple de navigateurs et d'explorateurs hors pair. Dans cette lumière, les grandes expéditions vikings révèlent une organisation sociale et économique particulièrement structurée. Chaque colonie fonctionnait comme un relais, fournissant des ressources et des points d'appui pour les expéditions suivantes. Les terres nouvellement découvertes étaient évaluées avec soin, non seulement pour leur potentiel immédiat, mais aussi pour la possibilité de leur intégration dans un ensemble plus vaste de liens commerciaux et culturels. Ainsi, les voyageurs nordiques n'étaient pas seulement des aventuriers improvisés, mais des acteurs réfléchis d'un projet d'expansion maritime ambitieux. Ils anticipaient les défis, planifiaient leurs déplacements et géraient les risques avec pragmatisme. Leur héritage, visible à travers les traces archéologiques et les documents historiques, demeure un exemple fascinant de la capacité humaine à explorer et à s'adapter à des environnements inconnus. Dans la continuité de cette aventure maritime, la prochaine étape nous conduira à l'étude des civilisations phéniciennes et carthaginoises, qui, à leur manière, ont également marqué l'histoire des grandes explorations maritimes de l'Antiquité. L'impact culturel et commercial des Vikings sur l'Europe. Les Vikings, peuple réputé pour leurs expéditions maritimes, ont profondément influencé l'Europe à travers leurs pratiques commerciales, ainsi que par leurs implantations territoriales. En naviguant d'est en ouest, ils tissèrent un réseau d'échanges qui permit la circulation de biens, d'idées et de technologies. Leur impact culturel et commercial ne se limite donc pas à la simple conquête armée, mais s'étend à un dialogue continu avec les sociétés rencontrées. Au cœur de leur expansion, les Vikings utilisaient leurs célèbres dracars, capables de traverser mers, fleuves et lacs. Ces navires rapides et maniables facilitaient non seulement les raids, mais aussi les échanges commerciaux. Les villes situées sur les côtes de la mer Baltique et de la mer du Nord devinrent des plaques tournantes économiques. Parmi celles-ci, Birka, dans l'actuelle Suède, joua un rôle crucial en tant que centre commercial, reliant les produits scandinaves au marché byzantin et arabe. Le commerce viking ne se limitait pas aux ressources locales. Les Scandinaves échangeaient le fer, la fourrure, l'ambre et le poisson salé
contre des produits de luxe tels que la soie, les épices orientales et l'argent. Les fouilles archéologiques ont révélé que des monnaies arabes et byzantines circulaient largement dans leur territoire. Cette monnaie ne servait pas seulement au commerce, mais était aussi un symbole de prestigieux échanges intercontinentaux. Outre les échanges matériels, les Vikings ont contribué à la diffusion culturelle par le biais de leurs colonies. Certains groupes, comme ceux qui s'installèrent en Normandie ou en Angleterre, surent s'adapter aux coutumes locales, tout en conservant leur identité nordique. Cette fusion culturelle se traduit dans l'art, la langue et même les lois. Par exemple, la coutume du Thing, une assemblée publique viking, influence les systèmes judiciaires de certains territoires conquis. Les récits historiques mettent souvent en avant des personnages tels qu'Éric le Rouge, fondateur du premier établissement groenlandais, ou Leif Erikson, souvent crédité comme premier Européen ayant atteint l'Amérique du Nord. Ces figures illustrent bien la soif d'exploration et l'esprit d'entreprise des Vikings, qualités qui leur permirent d'étendre leurs horizons commerciaux bien au-delà des côtes européennes. Leur présence en Europe orientale, notamment dans les terres slaves, fut également marquante. Ce contact donna naissance à la dynastie des Rurikides, considérée comme la fondatrice de la Russie médiévale. En contrôlant les routes fluviales, les Vikings facilitèrent le commerce de l'ambre, du cuir et des esclaves, échangeant ces biens contre des tissus, des métaux précieux et autres marchandises venues d'Occident et du monde byzantin. L'apport viking se manifeste aussi dans la métallurgie et la guerre. Leurs innovations dans la fabrication des armes et des armures furent intégrées aux techniques locales. Les armes longilignes, souvent ornées, devinrent un symbole d'autorité et de prestige. Cette diffusion des techniques guerrières contribua à modifier les équilibres militaires de nombreux royaumes européens. La spiritualité nordique influence également certains aspects culturels instaurés dans les territoires concernés. Bien que le christianisme finisse par s'imposer, les croyances anciennes, telles que le respect des forces naturelles et des ancêtres, subsistèrent dans la mémoire collective. Cette coexistence entre paganisme et christianisme favorisa un échange religieux et un enrichissement mutuel. Plusieurs centres urbains furent directement créés ou fortement transformés par les Vikings. Dublin, par exemple, fondé en tant que comptoir commercial, devint rapidement un noyau urbain vital pour le commerce en mer d'Irlande. Les techniques d'urbanisation viking, avec leur organisation autour d'un port et d'un marché central, furent exportées dans de nombreuses régions côtières. L'impact des Vikings se mesure aussi dans la toponymie et la langue. De nombreux noms de lieux en Grande-Bretagne et en France portent encore les traces scandinaves. La langue anglaise, notamment dans les dialectes nordiques, conserve des mots d'origine viking, témoignant de ce croisement. Ces emprunts sont le signe durable d'interactions prolongées. Enfin, les échanges avec les mondes arabes et byzantins ne furent pas négligeables. Les Vikings, appelés Vareg en Orient, jouèrent un rôle dans le commerce transcontinental. Ils importèrent des produits rares comme la soie et l'encens. Ce commerce permettait aussi une circulation d'idées architecturales et artistiques qui enrichirent les styles locaux. Ainsi, loin de se réduire à des conquérants violents, les Vikings furent des acteurs essentiels du brassage culturel et économique en Europe. Leur héritage se révèle dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, économique et sociale. En poursuivant leur développement, ils posèrent les bases d'une Europe plus connectée et diversifiée. Leurs réseaux commerciaux formèrent un maillage complexe reliant nord et sud, est et ouest, constituant autant de ponts entre des civilisations variées. Cette dynamique d'échange modela non seulement les territoires traversés, mais influença durablement les mentalités et les modes de vie. Nous appréhendons ainsi l'importance des Vikings comme vecteurs de transformation. Leur curiosité, leur adaptabilité et leur aptitude à entretenir des relations pacifiques aussi bien que conflictuelles avec d'autres peuples
marquèrent profondément l'histoire européenne. Ce panorama nous prépare à explorer davantage leur influence sur les structures politiques et sociales des territoires concernés, ainsi que les conséquences à long terme de leurs interactions. Le récit continue en dévoilant les imbrications complexes entre conquête, assimilation et échanges culturels, que nous aborderons dans la prochaine partie. Comparaison des stratégies maritimes de Phéniciens, Carthaginois et Vikings. Comparaison des stratégies maritimes de Phéniciens, Carthaginois et Vikings. La mer a toujours été un espace de conquête, de commerce et d'exploration. 3 civilisations maritimes majeures se distinguent particulièrement par leur maîtrise des eaux: les Phéniciens, les Carthaginois et les Vikings. Chacune d'elles a développé des stratégies spécifiques qui reflètent leur environnement, leurs ambitions et leurs ressources. Les Phéniciens, originaires de la côte orientale de la Méditerranée, furent parmi les premiers grands navigateurs de l'histoire. Leur objectif principal était le commerce. Ils ont su tisser un réseau étendu reliant des cités portuaires le long de la Méditerranée, de Tyr jusqu'aux côtes espagnoles. Leur technique de navigation reposait sur une connaissance approfondie des étoiles, des courants marins et des vents. Ils ont ainsi établi des routes commerciales sûres, transportant des produits rares comme le verre, le bois de cèdre et la pourpre. Leur silhouette de navire, légère et maniable, leur permettait d'aborder divers ports et de s'adapter à différentes conditions, qu'il s'agisse du calme des zones côtières ou des tempêtes plus lointaines. Les Carthaginois sont les héritiers directs de la tradition phénicienne, installés dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord. Leur volonté stratégique différait néanmoins des Phéniciens purement marchands. Carthage, ville-État puissante, ambitionnait d'étendre son influence politique et militaire en Méditerranée occidentale. Pour cela, ils ont innové en combinant leur flotte commerciale avec des galères de guerre robustes. Cette dualité leur a permis de dominer les voies maritimes, d'établir des colonies et de résister aux invasions, notamment face à Rome. La rivalité avec cette dernière a marqué l'histoire carthaginoise, traduisant des approches maritimes et militaires évoluées. Leur maîtrise de la construction navale comprenait des techniques avancées pour renforcer les coques, augmentant la durabilité et la puissance des vaisseaux. En Scandinavie, les Vikings ont adopté une autre approche. Vivant dans un environnement froid et souvent hostile, ils ont développé des navires adaptés aux mers du Nord et à l'Atlantique. Leurs dracars, longs et étroits, étaient capables de naviguer à la fois en haute mer et dans des eaux peu profondes, ce qui facilitait les raids rapides ainsi que les explorations lointaines. Leur stratégie maritime oscillait entre la piraterie, le commerce et la colonisation, créant ainsi un phénomène unique dans l'histoire navale. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des commerçants et des explorateurs cherchant de nouveaux territoires. Cette polyvalence reflète un sens aigu de l'adaptation à un milieu naturel difficile. Si les Phéniciens fabriquaient des ports et des comptoirs pour assurer leur commerce, les Carthaginois ont bâti une marine de guerre pour contrôler stratégiquement la Méditerranée. À l'opposé, les Vikings utilisaient leurs navires pour explorer, combattre et s'installer aux confins du monde connu à leur époque. Sous cet angle, chaque civilisation a façonné des tactiques en fonction de ses ambitions. Les Phéniciens visaient l'expansion commerciale pacifique, les Carthaginois la suprématie politique et militaire, tandis que les Vikings combinaient mobilité, surprise et occupation temporaire ou durable. Ces 3 peuples partageaient néanmoins des compétences communes. Tous maîtrisaient la construction navale de qualité et utilisaient l'astronomie pour guider leur route en mer. Ils adaptèrent leurs techniques à leur environnement et à leurs objectifs spécifiques, démontrant une connaissance approfondie des lois naturelles qui régissaient la navigation. Leur capacité à exploiter ces savoirs explique leur suprématie dans leurs régions respectives pendant des siècles.
En termes de zone d'influence, les Phéniciens et Carthaginois se concentraient sur la Méditerranée, mais leur rayonnement allait jusqu'aux Açores pour les premiers et jusqu'en Espagne et en Sicile pour les seconds. Les Vikings repoussaient, quant à eux, les limites vers l'ouest du Groenland et vers l'est en Russie, en faisant un peuple véritablement transcontinental sur les mers de l'époque. Chaque civilisation a ainsi laissé un héritage durable, tant dans le domaine des sciences maritimes que dans celui des échanges culturels entre les peuples qu'ils contactaient. Les récits transmis par les historiens anciens racontent aussi les défis rencontrés. Les Phéniciens devaient composer avec des rivalités commerciales et des embûches naturelles comme les tempêtes méditerranéennes. Pour les Carthaginois, la menace grandissante de Rome bouleversait les équilibres et poussait à des innovations militaires importantes. Chez les Vikings, l'adaptation aux conditions climatiques extrêmes et aux vagues impétueuses des mers du Nord façonnait une endurance remarquable. Ces défis ont contribué à forger les caractères de ces civilisations, imprégnant leur histoire d'épreuves autant que de succès. Dans l'étude de leur flotte, on observe également des spécificités précises dans la construction. Les Phéniciens utilisaient particulièrement le bois de cèdre, reconnu pour sa résistance, tandis que les Vikings préféraient le chêne, plus adapté au climat scandinave. Cette sélection des matériaux avait une incidence directe sur la durabilité des navires en mer. De plus, les techniques d'assemblage variaient, avec une tendance phénicienne à insérer des plaques d'étain pour étanchéifier les coques. Ces différences techniques confirment la capacité d'innovation propre à chaque culture dans le domaine maritime. Les tactiques déployées en navigation traduisaient aussi des modes de pensée différents. Les Phéniciens privilégiaient des routes établies et sécurisées, marquant une stratégie de contrôle et d'optimisation. Les Carthaginois, tout en profitant de ces expériences, engagèrent des campagnes offensives en mer, utilisant la rapidité de leurs galères pour prendre l'initiative. Les Vikings, moins prisonniers d'une seule stratégie, alternaient entre la furtivité des raids nocturnes et la création de points d'ancrage temporaires sur les côtes conquises, alliant ainsi mobilité et ancrage. À travers ces différences, on peut comprendre l'évolution de la navigation et des savoir-faire maritimes inhérents à chaque société. L'affrontement avec les réalités géopolitiques, économiques et naturelles obligeait ces peuples à innover continuellement. Ces innovations se manifestaient aussi bien dans la conception des navires que dans l'art de la guerre navale et le commerce maritime. Ces trois civilisations constituent ainsi des étapes majeures dans la maîtrise des mers, chacune apportant sa contribution unique. Enfin, les échanges entre ces peuples étaient parfois plus proches qu'on ne l'imagine. Les Carthaginois descendaient des Phéniciens et perpétuaient leurs traditions en les enrichissant. Les Vikings, s'ils étaient plus éloignés géographiquement, avaient eux aussi des contacts commerciaux avec des territoires méditerranéens à travers leurs expéditions et échanges. Ces interactions internationales indiquent une complexité et une connectivité maritime étonnantes pour leurs époques respectives. Cette analyse comparative met en lumière la richesse des stratégies maritimes de Phéniciens, Carthaginois et Vikings. L'étude approfondie de leurs approches invite à mieux comprendre comment la maîtrise de la mer a pu façonner l'histoire de plusieurs continents. La prochaine étape nous conduira à examiner plus précisément les conséquences culturelles et économiques de leurs voyages et conquêtes, révélant ainsi la portée de ces civilisations maritimes sur notre monde actuel. L'héritage durable des grandes civilisations maritimes. L'histoire des grandes civilisations maritimes révèle un héritage profond, fruit de l'audace, de l'ingéniosité et de la persévérance humaine. Les Phéniciens, Carthaginois et Vikings ont, chacun à leur manière, façonné les routes maritimes, les échanges culturels et économiques qui ont contribué à l'émergence du monde tel que nous le connaissons. Leur influence dépasse largement le simple domaine naval, touchant des aspects fondamentaux de la civilisation. Les Phéniciens,
habitants des côtes du Levant, incarnent l'un des premiers exemples de maîtrise de la navigation en Méditerranée. Leur savoir-faire nautique s'est appuyé sur une connaissance précise des étoiles, des vents et des courants, leur permettant d'explorer des territoires jusqu'alors inaccessibles. Ils ont créé un réseau commercial étendu, reliant les peuples de la Méditerranée orientale à ceux de l'Ouest. Grâce à eux, des marchandises, des idées et même des alphabets ont circulé, contribuant à un riche métissage culturel. Leur rôle de pionnier dans l'art de la construction navale a permis l'élaboration de navires légers, rapides et adaptés aux divers environnements maritimes. Cette expertise a favorisé des échanges commerciaux réguliers, amenant l'or, les textiles, les parfums et les métaux précieux au sein d'un vaste marché. Leurs établissements, tels que Tyr et Sidon, se sont rapidement transformés en centres dynamiques de commerce et de culture, témoins de leur capacité à allier puissance économique et influence culturelle. Les Carthaginois, descendants directs des Phéniciens sur les rivages de l'Afrique du Nord, ont repris cet héritage maritime avec un sens accru de la stratégie et de la guerre navale. Leur cité sur la côte méditerranéenne a prospéré grâce à une flotte puissante, qu'ils utilisaient autant pour le commerce que pour défendre leurs intérêts contre Rome et d'autres rivaux. La mer était pour eux un espace de domination politique aussi bien qu'économique. À travers leurs expéditions, ils ont établi une présence dans divers territoires, notamment en Espagne, en Sicile et en Sardaigne. Leur maîtrise de la navigation et leur capacité à gérer de vastes espaces maritimes ont permis à Carthage de devenir un véritable empire commercial. Leurs innovations techniques en matière de construction navale, comme l'utilisation du corbeau pour les abordages, témoignent d'une expertise militaire remarquable. Les Vikings, venant des régions nordiques, apportent une autre dimension à l'histoire maritime. Leur époque, située plusieurs siècles après les Phéniciens et Carthaginois, témoigne d'une adaptation à des conditions bien différentes. Ils ont su naviguer sur des mers froides et agitées comme la mer du Nord et l'Atlantique Nord, repoussant les frontières de la cartographie connue de leur temps. Ces navigateurs robustes ont ouvert de nouvelles voies vers l'Islande, le Groenland et même les côtes nord-américaines, bien avant la période dite des grandes découvertes. Leur culture guerrière n'a jamais été dissociée de leur talent de commerçants et de colons. Les Vikings ont bâti des réseaux d'échanges étendus, allant des peaux et de l'ambre aux esclaves et aux métaux précieux. Leur capacité à naviguer avec précision au moyen de leur célèbre drakkar leur conférait une mobilité extraordinaire et une puissance d'intervention sans équivalent. Ils se sont ainsi intégrés dans le tissu économique européen tout en laissant une empreinte durable sur de nombreux territoires. Au-delà de leurs exploits maritimes, ces civilisations ont profondément influencé la langue, l'artisanat et les institutions des régions côtières qu'elles ont fréquentées. L'alphabet phénicien est à l'origine des systèmes d'écriture occidentaux, tandis que la culture carthaginoise a traversé les siècles à travers des mythes et des traditions façonnant la Méditerranée. Les Vikings, quant à eux, ont laissé un patrimoine culturel riche, incarné dans les sagas et les objets retrouvés sur leur terre natale. Leur héritage est visible dans la diversité des échanges culturels où se mêlent pratiques commerciales, croyances religieuses et savoir-faire technique. Ces peuples ont posé les bases d'un monde globalisé avant l'heure, où la mer n'était plus une barrière, mais un lien précieux. Leurs routes maritimes ont favorisé la diffusion des connaissances et l'enrichissement mutuel des sociétés. En conclusion, les Phéniciens, Carthaginois et Vikings ne sont pas seulement des figures historiques, mais des acteurs clés de l'histoire maritime. Ils ont contribué à façonner l'économie, la culture et la géopolitique de leur époque. Leurs noms continuent de résonner à travers le temps, symbole d'une humanité tournée vers l'horizon, toujours prête à explorer, échanger et évoluer. Cette transmission durable invite à réfléchir sur notre propre rapport à la mer et à la découverte.
Passons maintenant à une analyse plus approfondie des civilisations contemporaines qui ont poursuivi cette tradition d'exploration et d'innovation. Conclusion. Paisible sur la grandeur des anciens navigateurs. Nous voilà à la fin de notre voyage à travers le temps, explorant les grandes civilisations maritimes qui ont marqué l'histoire humaine. Les Phéniciens, Carthaginois et Vikings ont tous laissé un héritage durable, chacun à leur manière, dans le vaste océan des civilisations anciennes. Les Phéniciens, connus comme les maîtres de la navigation dans la Méditerranée, ont établi un réseau commercial impressionnant dès le 2e millénaire avant notre ère. Leur habileté à construire des navires solides et légers leur a permis de parcourir des milliers de kilomètres, reliant les côtes du Levant jusqu'aux confins de l'Europe occidentale. Ils ont introduit l'alphabet phénicien, une innovation majeure qui a influencé l'écriture moderne. Grâce à leurs comptoirs marchands, ils ont diffusé les connaissances et les produits à travers plusieurs cultures, contribuant à l'échange entre les peuples. Le peuple carthaginois, descendant direct des Phéniciens, a su renforcer cette tradition maritime avec une puissance militaire sans précédent. Cité prospère située dans l'actuelle Tunisie, Carthage a contrôlé d'importantes routes commerciales en Méditerranée occidentale entre le 9e et le 2e siècle avant notre ère. Leurs flottes redoutables ont rivalisé avec celles des Grecs et des Romains. Hannibal, célèbre général carthaginois, est plus connu pour ses exploits terrestres, mais ce sont les marins qui, en silence, ont maintenu les liens vitaux avec leurs alliés et territoires loin de la cité-mère. Les Carthaginois excellaient dans la construction de navires marchands et militaires. Une prouesse technique qui leur a permis de résister longtemps face à leurs ennemis. Leur sens aigu du commerce a rendu Carthage prospère jusqu'à sa chute. Malgré tout, la disparition de cette civilisation n'a pas effacé leur contribution à la cartographie ancienne ni aux techniques de navigation. Plus au nord, loin des eaux tempérées de la Méditerranée, les Vikings ont incarné un autre type d'aventuriers marins. Originaires des régions scandinaves, ils se sont lancés à partir du 8e siècle dans des expéditions toujours plus lointaines, touchant les côtes de l'Amérique du Nord, de l'Afrique du Nord et de la Russie actuelle. Leur habileté à manœuvrer des dracars, bateaux longs et étroits capables de naviguer aussi bien sur mer que sur rivière, leur a conféré une efficacité redoutable. Les Vikings ont combiné commerce, exploration et parfois pillage, mais essentiels étaient leurs échanges culturels avec les peuples rencontrés. Ils ont joué un rôle important dans la formation politique de l'Europe du Nord et de l'Est, en contribuant à l'établissement de routes commerciales fluviales et côtières. Leur saga, bien que rédigée postérieurement, témoigne de ces exploits. Mais c'est surtout dans les vestiges archéologiques, les pistes commerciales et les génomes que leur présence remarquable se manifeste encore. Ces grandes civilisations partagent la caractéristique d'avoir su utiliser la mer non seulement comme une frontière, mais aussi comme une voie d'opportunité. Les Phéniciens, Carthaginois et Vikings démontrent la puissance d'une navigation savante alliée à une organisation sociale adaptés aux défis du voyage. Ils ont découvert de nouvelles terres, établi des relations commerciales importantes et contribué à la diffusion des idées. Leur héritage se trouve dans les racines de nombreuses cultures, dans les innovations techniques maritimes et dans notre compréhension contemporaine des échanges globaux. Dans le calme de la soirée, il est apaisant de contempler à quel point ces navigateurs anciens ont façonné notre monde moderne sans en avoir conscience eux-mêmes. Chaque vague qu'ils ont traversée portait en elle une part de connaissance, de courage et d'espoir. La mer, dans son infinie étendue, fut alors un lien bien plus qu'un obstacle. Chaque port qu'ils atteignaient était une porte ouverte sur un univers en expansion. Il est intéressant de penser que les outils qu'ils ont développés, tels que les astrolabes, les cartes marines et les navires spécialisés, forment la base des techniques de navigation que nous utilisons aujourd'hui.
Cette dernière dimension ajoute une richesse intemporelle à leur héritage. En méditant sur ces civilisations, on découvre une fascinante continuité. Des Phéniciens qui ont posé les bases de l'écriture alphabétique à travers leurs échanges maritimes, aux Carthaginois qui ont démontré que le commerce et la force pouvaient coexister, jusqu'aux Vikings qui ont étiré les limites du monde connu avec leurs dracars. Chaque peuple a incarné une facette unique de la mobilité humaine sur l'eau. Ils ont tous contribué à une compréhension élargie du monde et inspiré les générations suivantes de voyageurs et de marchands. Il convient de souligner la complexité sociale qui accompagnait ces exploits. Ces peuples n'étaient pas uniquement des explorateurs solitaires, mais des sociétés organisées, avec des systèmes politiques, des croyances et des modes de vie adaptés à la mer. Leurs légendes, coutumes et structures familiales reflètent une intimité profonde avec la nature changeante qu'est l'océan. On perçoit dans leurs récits et découvertes une alliance entre adaptation et tradition, évolution et mémoire collective. Rappelez-vous que ces civilisations ont également rencontré des défis majeurs. Tempêtes dévastatrices, invasions, rivalités et changements climatiques. Pourtant, chacune a su se renouveler ou laisser derrière elle un témoignage durable. Leurs vestiges archéologiques, notamment les restes de navires, les ruines portuaires, les bijoux et artefacts, continuent d'attester de leur savoir-faire et de leur présence historique. Ici, dans le silence de la nuit, nous pouvons apprécier la vaste toile historique tissée par ces navigateurs déjà anonymes. Ils ont gravé, sans lyrisme, mais avec une détermination sereine, les contours d'un monde interconnecté avant même que l'on nomme ces liens globalisation. C'est dans ce sillage que nous trouvons un reflet de ce que signifie être humain. Explorer, commercer, apprendre et s'adapter. En regardant la mer qui s'étend devant nous, on peut imaginer les voiles légères des navires phéniciens, les coques puissantes des bateaux carthaginois et la silhouette élégante des dracars vikings. Chacun porte en lui une histoire de défi et de survie. Cette image apaisante est un hommage discret à leur trajectoire. À travers eux, nous mesurons le temps et la distance dans une perspective profondément humaine, empreinte de respect pour la nature et pour les hommes qui l'ont parcouru. Les échos de leur passé résonnent dans les technologies actuelles, dans nos cartes, dans nos récits. Ce lien entre hier et aujourd'hui nous invite à avancer avec une conscience enrichie, reconnaissant la valeur des trésors immatériels transmis par ces anciens navigateurs. Leur sagesse silencieuse s'offre comme un guide pour nos propres explorations, qu'elles soient géographiques ou symboliques. Alors que nous clôturons cette histoire, laissons place à la réflexion tranquille. La grandeur de ces civilisations n'est pas uniquement dans leur conquête ou leur découverte, mais aussi dans la manière dont elles ont su faire de la mer un espace de dialogue et de partage. Ce dernier point est, peut-être, leur plus belle leçon pour notre époque. Au sein de cette atmosphère sereine, nous pouvons désormais envisager le passage naturel vers de nouvelles explorations, qu'elles soient historiques, culturelles ou personnelles. Ces anciens navigateurs, dans la douceur de leur traversée, nous invitent à poursuivre le voyage de la connaissance avec patience et respect.